Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actu des nouvelles technologies. Nous sommes le 3 janvier 2023, c'est l'épisode 303. Cette fois-ci, il y a trop de 3 dans ce titre. Vous digérez encore les fabuleux mets et grammes d'alcool dont vous avez pu profiter peut-être pour les fêtes de fin d'année. Vous profitez probablement encore un peu, on l'espère en tout cas, des cadeaux de Noël reçus au pied du sapin. Et le monde continue de son côté de suivre son petit bonhomme de chemin. Je pourrais paraphraser nos présidents de la République qui, depuis de nombreuses années, à l'occasion de l'allocution télévisuelle des vœux, rappellent à quel point l'année écoulée a été difficile et à quel point l'année à venir sera le théâtre de grandes actions fondatrices. Mais non, je vais simplement vous dire qu'on va continuer encore et toujours à suivre l'actu des nouvelles technologies ensemble. Les grands thèmes de cet épisode, une sécurité qui s'avère de plus en plus difficile à tenir, une économie qui continue à ralentir et de l'intelligence artificielle qui continue à nous impressionner. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, on va se la jouer un petit peu, je sais pas, chef d'État là, puisqu'on va aussi, on va dire à quel point il y a des enjeux, à quel point ça va être difficile, oui. à quel point l'année sera délicate, à quel point tout ça est stratégique. Mais avant tout, on va vous souhaiter bonne année, parce que voilà, on est déjà de retour le 3 janvier. C'est peut-être parce qu'on voulait être les premiers à vous souhaiter bonne année, donc voilà, c'est pour ça. Absolument, bonne année, bonne santé. Est-ce que tu as passé malgré tout de bonnes fêtes ? Est-ce que tu as pu te reposer ? Non, ouais, c'était très bien, c'était trop court, mais c'était très bien, comme souvent. Ouais, on aimerait, je pense que comme tout le monde, on aimerait être en permanence peut-être en vacances, allez savoir. Mais en tout cas, évidemment, ça va savoir si c'est vraiment des vacances en fait. Je me posais la question l'autre jour, est-ce que finalement c'est pas un peu paradoxal que d'avoir autant de temps à une époque où tu vas avoir peut-être plus de problèmes de santé à gérer ? T'inquiète pas, grâce à notre gouvernement, tu auras moins de temps. Oui, c'est vrai. Ils font tout pour nous aider. Merci à eux. Allez, on est d'attaque de toute façon avec un grand plaisir pour naviguer ensemble dans l'actualité tech de cette année 2023. Merci au passage avec toutes les références que vous avez pu faire. Il y a un sujet, Guillaume, qui a particulièrement plu dans ta sélection et dans ta veille de l'épisode précédent. C'est le top des jeux vidéo les plus présents dans Pornhub. On a eu plusieurs retours, pas eu des torrents, mais j'ai eu plusieurs retours au sujet de cet article. On vous parlait de quels étaient les jeux qui étaient les plus recherchés dans Pornhub. Je sais que vous avez été plusieurs à aller faire votre petite enquête. C'est un grand plaisir de savoir qu'on vous a ouvert l'esprit dans notre veille avec ce sujet-là. Et en tout cas, merci en particulier très personnellement à Théo, Lecat et à Babar qui ont pris le temps de mettre à jour leur soutien sur Patreon ou de rejoindre la plateforme Patreon. Patreon, je vous le rappelle, c'est une plateforme de socio-financement qui vous permet tout simplement de nous rémunérer et de nous accompagner sur le plan budgétaire pour la réalisation de Tech Café. C'est assez simple, vous allez sur patreon.com/techcafé, vous remplissez le petit formulaire d'inscription et puis vous choisissez à quelle hauteur vous voulez nous soutenir. Et puis tout simplement vous profitez en contrepartie déjà de la satisfaction et de la gratitude de nous accompagner et aussi et surtout du flux privé du podcast sans la pub et même du chapitrage avec les différentes rubriques qui vous permettent de sauter les rubriques qui vous intéressent moins, et vous pourrez en plus clamer au plus grand nombre et au monde entier à quel point Tech Café est formidable sans même passer par la case Patreon en allant sur Podcast Addict ou Apple Podcast et déposer un petit avis concernant évidemment Tech Café, comme l'a fait par exemple Dead Magie. Il a déposé son avis du Canada, alors on lui fait un petit coucou à lui et à tous ses compatriotes outre-Atlantique. Il a déposé ça le 30 décembre 2022, l'année dernière finalement. Il a dit, c'est son podcast hebdomadaire. Je vous ai découvert durant la Covid quand la marche était la seule activité extérieure et depuis je vous écoute à tout moment. C'est marrant de savoir que finalement des confinements et des contraintes comme ça ont pu amener à découvrir Tech Café. Faites-le nous savoir si c'est le cas de votre côté, ça nous fera très plaisir. Et puis avant de commencer à aborder les news tech, je vous rappelle aussi que vous pouvez commenter les épisodes sur techcafé.fr et puis discuter entre vous et avec nous sur Discord. On a des discussions assez intéressantes et en ce moment il y a même un projet de développement sur Linux d'une application qui permettrait d'écrire des cartes NFC. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si jamais les histoires de développement peuvent vous intéresser. Il peut y avoir des petits groupes de développement comme ça qui se forment
sur le serveur Discord de Tech Café. C'est techcafé.fr/Discord. Et Guillaume, sans autre forme de procès, on va donc attaquer cette veille avec des news autour de la sécurité et des dangers qui nous guettent. C'est les actualités récentes qui nous rappellent à l'ordre, notamment avec les enjeux de la guerre en Ukraine et des enjeux de la gestion énergétique. Et en premier lieu, des attaques qui ciblent des raffineries, Guillaume. Et ouais, on voulait vous souhaiter une bonne année, une bonne santé, tout ça, mais c'est vrai que vu l'année qu'on vient de passer, on a le droit de se méfier un petit peu. Et puis, si tu lis la presse, c'est pas hyper, tu vois, c'est pas très, c'est un petit peu anxiogène, tu vois, la bonne année, c'est difficile, parfois c'est pas hyper crédible quand tu lis. Par exemple, Le Monde, dans lequel Joseph Stiglitz fait une tribune qui est pas méga encourageante, puisque pour lui, les soucis d'inflation, qui auraient pu être atténués, si on avait été plus efficace et concerté politiquement, ils vont continuer, puis la hausse des taux d'intérêt lui apparaît comme un remède pire que le mal, et ça pourrait pousser le monde vers la récession, et voilà, le dollar fort affaiblit les autres monnaies, ça met leurs économies en péril, ça pourrait favoriser la montée des extrêmes politiques. Bon, je sais que Joseph, il est pas là pour faire du stand-up, mais enfin bon, quand même, il aurait pu faire un effort de jovialité, là, pour le nouvel an, c'était pas terrible. Du coup, Mais pas du sien. J'ai arrêté de lire Le Monde, et donc je passais sur Wired. Et là, boum, super, un article sur les cyberattaques et qui n'ont jamais eu un risque aussi élevé d'escalade militaire dans la vraie vie. Bon, l'article est intéressant, cela dit, parce qu'il prend un argument de théorie des jeux, parce que les cyberattaques, c'est ultra courant, bon, ça d'accord, parce que c'est pas très cher à mettre en œuvre, puis c'est aussi assez simple de cacher, disons de camoufler ces traces, si bien que c'est assez dur de dire après coup d'où ça vient. Et bien sûr qu'un acteur en attaque un autre, c'est avantageux de se faire passer pour un troisième. Donc en conclusion, on est dans une situation de flou constant où on est rarement 100% sûr de qui nous attaque et pourtant il faut quand même réagir. C'est là que la théorie des jeux entre en jeu. Disons que les États-Unis se font attaquer régulièrement. Bon, ça c'est clair. Bon, s'ils résistent jamais, ils apparaîtront comme faibles. Si tu réagis pas, c'est qu'en gros c'est open bar. Là, tu peux pas te le permettre. Mais en parallèle, tu peux pas réagir systématiquement. S'ils réagissaient systématiquement, ce serait très coûteux. Puis en plus, il y aurait l'incertitude sur l'origine, donc ils attaqueraient régulièrement des innocents. Si c'était au poker, en fait, la meilleure stratégie, ce serait d'être imprévisible. Tu bluffes certaines fois, tu demandes à voir certaines fois, tu passes certaines fois, mais il faut jamais être trop prévisible. Donc les États-Unis devraient quand même répliquer certaines fois, même au risque de se planter de cible. Ce qui nous amène à la situation actuelle avec 2023 qui s'annonce tendue. Pour résumer, les US sont en conflit avec deux pays majeurs, la Russie et la Chine, que ce soit par procuration ou économiquement. Et donc, il y a des chercheurs de Palo Alto qui ont révélé qu'un groupe russe avait tenté de pénétrer une grosse raffinerie dans un pays de l'OTAN cet été. Donc ça n'a pas été révélé quel pays, quelle raffinerie, on ne sait pas. On sait que le groupe, c'est un groupe connu qui agit de manière routinière avec des grosses campagnes de phishing très basiques mais très massives et qu'il est toujours en activité. Donc ils utilisent l'ukrainien et l'anglais. Puis il y a des fichiers qui, comme par exemple Military Assistance of Ukraine.htm, tu vois, le but semble assez clair. Donc la tentative a été infructueuse, donc ils n'ont pas réussi à faire trop de mal dans la raffinerie. Mais tu vois, qu'est-ce qui se serait passé si elle avait réussi ? Sachant que l'Iran et la Corée du Nord sont toujours aussi actifs eux aussi, se faire passer pour des Chinois ou des Russes, c'est quand même tentant, parce que les ransomware, évidemment, ça continue. Dernièrement, pendant ces vacances, il y a eu le journal The Guardian qui a été frappé, d'ailleurs, fin décembre. La Corée du Nord aurait accumulé près de 1,2 milliard de dollars, comme ça, en 5 ans, dont plus de la moitié en 2022. Donc ils sont tout feu tout flamme, et depuis 2017, et le renforcement des sanctions de l'ONU, c'est devenu un business important en Corée du Nord, pour toute l'économie du pays. Les hackers, d'ailleurs, de là-bas, sont devenus parmi les meilleurs du monde. Ça serait en grande partie grâce à ça qu'ils se financeraient leurs missiles, d'ailleurs. Les experts sud-coréens s'attendent à toujours plus d'attaques cette année. Il y a des vols de technologie qui pourraient d'ailleurs les aider à moderniser leur arsenal. Et puis bon, il y a Mario Greco, le PDG de Zurich Assurance, qui a dit au Financial Times que le risque cyber allait devenir impossible à assurer. Donc en gros, il dit, si quelqu'un prend possession d'une de vos infrastructures critiques, vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Demande-t-il paniqué avec ses grands yeux humides. Donc entre la Russie, la Chine et l'Iran et les Coréens, l'année 2023 s'annonce cyber délicate. Et même les Suisses le disent, c'est pour te dire. Ça devient d'autant plus compliqué que c'est peut-être de nature à mettre à mal l'adage qu'on connaît bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un adage qui s'est répandu ou il a un vrai fondement, mais tu sais, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faudrait que je retrouve un petit peu des éléments là-dessus de contexte. Mais je suis pas sûr que ce soit vrai en matière de cyberguerre. Je pense qu'en matière de cyberguerre, ce qui reste peut-être le plus efficace, c'est d'avoir une défense à toute épreuve, parce qu'effectivement, t'as raison,
les attaques peuvent être mal interprétées, ne sont pas forcément de nature à renforcer ta défense. C'est finalement, ça rebat un petit peu les cartes. Et je me rappelle qu'en 2022, quand la guerre en Ukraine s'est vraiment matérialisée, on avait parlé des côtés cyber de cette guerre, et on avait identifié le fait que oui, il y avait des choses qui avaient lieu, mais c'était pas forcément un branle-bas de combat, un raz-de-marée. Et finalement, toute la nuance que tu décris illustre bien tout ça en matière de guerre cybernétique. Ça nous amène forcément à un sujet qui a fait les choux gras de l'actualité tech pendant les vacances. Et là, je sais qu'il y a des détracteurs, des gestionnaires de mots de passe qui ont sorti le popcorn et qui l'ont dégusté grain après grain. Et puis, il y a des défenseurs des gestionnaires de mots de passe qui ressortent de légendaires arguments. On va en reparler brièvement, mais c'est LastPass, probablement peut-être le gestionnaire de mots de passe le plus connu, j'ai l'impression. C'est celui pour lequel la marque revient assez régulièrement quand on parle de gestionnaire de mots de passe. On vous rappelle peut-être, pour ceux qui connaîtraient pas bien, c'est une application sur laquelle vous mettez tous vos accès à tous les services que vous voulez et vous protégez ça avec un maxi mot de passe très compliqué, ce qui vous permet du coup d'avoir des accès qui sont plutôt sécurisés. Évidemment, LastPass a été une fois de plus la cible d'attaque, Guillaume. Ouais, c'est plus proche de nous, c'est plus urgent d'ailleurs si vous utilisez le service. Donc LastPass s'est fait hacker en fait en août, et à l'époque, ça avait pas l'air trop grave. Des pirates avaient eu accès à des données sensibles, et même du code propriétaire de la boîte, mais bon, je cite, c'est pas rassurant, aucune donnée personnelle n'aurait été affectée à l'époque. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Tu parles. Pendant les vacances, LastPass a finalement admis qu'à peu près tout aurait été affecté. Les hackers ont eu accès à peu près tout. Les infos perso, les métadonnées, les adresses IP, une copie de la base de données des mots de passe. Donc tout, en fait. Parce que bon. Alors bien sûr, LastPass, il essaie à toute force de minimiser le souci, comme ils peuvent. Bien sûr, les mots de passe sont chiffrés. Donc ils n'ont pas la clé principale en clair. Encore heureux, parce qu'ils n'aient pas les clés. Mais bon, LastPass ne stocke pas les numéros de carte bleue entiers, donc ça c'est aussi un autre problème d'éviter. Par contre, à l'inverse de ce que dit LastPass, le souci est quand même très sérieux, parce que la fuite des métadonnées, c'est déjà un gros problème de vie privée, parce que tu peux savoir qui va voir quel site, quel IP. Donc les cibles de phishing sont d'autant plus pertinentes. Voilà, puis là c'est un problème effectivement de métadonnées, on peut savoir dans quel pays tu es, quel site tu vas voir, etc. Donc c'est pas génial, c'est quand même beaucoup trop d'informations dans la nature. Ensuite, ils disent que les données volées sont chiffrées et impossibles à craquer. Mais c'est pas sûr du tout. Les pirates ont récupéré en fait les hashes et les signatures cryptographiques des mots de passe principaux. Donc ils n'ont pas les mots de passe principaux, ils ont les hashes des mots de passe principaux. Donc le mot de passe principal, effectivement, comme tu l'as dit, c'est celui qui ouvre l'accès à tous les autres. Donc si celui-là les craquer, c'est mort. Donc ils n'ont pas les mots de passe eux-mêmes, mais ils peuvent quand même tenter de les retrouver. Alors bien sûr, en théorie, un mot de passe assez long, plus de 8 ou 10 caractères, plus de 10 caractères, disons, ça devient ingérable à retrouver par force brute. Surtout que la fonction de hachage est appliquée des milliers de fois, pour accroître encore d'autant le boulot de déchiffrement. Cela dit, on avait déjà vu quand même dans un épisode Week-end, il me semble que les pirates n'utilisent presque jamais la force brute bête. Ils ont des dictionnaires et des schémas qu'ils appliquent en priorité. Parce que des décennies de fuite de mots de passe permettent bien d'illustrer à quel point les humains sont prévisibles et choisissent pas les mots de passe totalement aléatoires. Faut bien qu'ils s'en souviennent, donc du coup, AQZLQXU897 @tu, point d'exclamation, c'est pas un mot de passe très souvent Attends, j'ai utilisé. pas noté, tu peux me redonner la fin pour ton mot de passe, Guillaume? Point d'exclamation. Donc voilà, c'est un truc, voilà, alors que évidemment ton mot de passe, ça va être, je sais pas, un truc genre LastPass Dupont 1, 2, 3, 4, 5, et puis voilà, ça c'est nettement plus probable. Et évidemment, c'est aussi nettement plus facile à craquer, parce que voilà, c'est long, mais c'est prévisible. Donc même avec plein d'itérations, il est probable que des hackers soient déjà à pied d'œuvre pour tenter le coup quand même, et il est possible que certains codes finissent par être craqués. Donc si vous utilisez LastPass, oui, il faut changer vos mots de passe tous, et renforcer le nombre d'itérations d'ailleurs, parce qu'apparemment tu peux le choisir, donc peut effectivement demander plus d'itérations, et plus d'itérations c'est mieux, parce que évidemment quand on tente de déchiffrer, il faut faire toutes les itérations à chaque fois, à chaque tentative. Bon, tout ça, alors, je sais pas si t'avais moi-même dans l'idée quand tu disais qu'il y en a qui prenaient le popcorn. Pour l'ironie, oui, mais c'est pas si simple. Non, mais pas du tout, en fait, parce que finalement, tout ça doit pas forcément dissuader d'utiliser un gestionnaire de mot de passe en général. Parce que bon, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Moi, c'est vrai que ça me convient pas des masses au niveau, je sais pas, émotionnel. Mais disons que ça veut pas dire, voilà, c'est la situation actuelle, c'est vraiment la sécurité qui est trop légère chez LastPass. C'est un truc qui est
voilà, qu'il y a un problème de LastPass, ça ne doit pas court-circuiter complètement tout gestionnaire de mots de passe, même si effectivement centraliser ces mots de passe quelque part, si ce quelque part se fait hacker, bien sûr que c'est un problème. Après, il y a toujours, si tu veux, aucune solution n'est parfaite. Si tu veux, il y a toujours des avantages et des inconvénients à tout. Gérer ces mots de passe moi-même, ça a aussi des inconvénients, donc bon, voilà, c'est pas aussi clair que ça. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est que la communication de LastPass est très problématique, parce qu'ils ont quand même attendu 4 mois pour révéler la gravité de la fuite, et puis ils tentent toujours de rassurer, de minimiser tout ça, alors que c'est pas très sérieux en fait. Non, c'est un vrai gros souci, et il faut pas le minimiser. Il y a, parmi les alternatives qui existent, et évidemment, libre à vous d'arbitrer, moi je suis pas très favorable à ce genre de choses, mais il y a Bitwarden notamment, qui est un gestionnaire de mots de passe, qui vous permet notamment de l'auto-héberger. Alors moi personnellement, j'ai tendance à faire plus confiance, malgré la situation de LastPass, aux infrastructures d'entreprises qui promettent de nous garder la confidentialité de nos données, plutôt que de les auto-héberger. Mais bon, je vous laisse libre d'arbitrer sur ce plan-là. Il y a aussi l'argument qui vise à dire que quand vous hébergez vos données dans un service comme LastPass, vous centralisez du coup les risques aussi, alors que si vous restez dans votre petit serveur, peut-être que vous serez moins ciblé. Je vous laisse interpréter sur ces aspects-là des choses. Il y a aussi le fait que c'est pas parce que LastPass a été fragilisé dans cette histoire et que les données on sont à la merci finalement d'acteurs qui pourraient les déchiffrer, qu'il faut, comme tu le dis, profondément remettre en question la philosophie de gestion des mots de passe. Finalement, un gestionnaire de mots de passe a quand même ses avantages, et merci de le rappeler. Il y a quand même, t'as raison, un truc, c'est vraiment la communication de LastPass là-dedans qui est pas bonne. Et il y a un deuxième acteur qui a des réflexions qui sont à mon sens problématiques, c'est 1Password, qui est un gestionnaire de mots de passe que j'aime bien, qui prend la parole par rapport à LastPass et qui justement revient sur ce que tu décris sur la fragilité finalement d'avoir un mot de passe maître qui soit chiffré, et du fait que évidemment c'est pas forcément de la force brute qui va tenter de le déchiffrer, mais ils ont d'autres tentatives sur la base de dictionnaires. Et d'ailleurs ils ont une illustration que je trouve très parlante. Ils comparent la technique de recherche de mot de passe maître à la technique de la recherche de sa voiture dont on aurait oublié l'emplacement en sortant du cinéma. C'est vrai que si on regarde tous les emplacements possibles de la voiture dans le monde, oui, forcément, il y a des centaines de milliards d'années pour arriver à trouver l'emplacement de la voiture, mais on va commencer par chercher à proximité du cinéma. Finalement, c'est un peu pareil pour déchiffrer un mot de passe de manière générale quand il est chiffré. Je trouve que cette analogie est très bonne. Pour autant, je trouve que 1Password ferait bien de se taire, parce que critiquer la communication d'un concurrent, c'est opportun à un moment donné, mais attention, tu dois être très bon derrière, parce que si demain 1Password se fait à son tour avoir, je pense que ça reviendra comme un revers de bâton assez violent. Donc, gardez les proportions de vos prises de parole sur ce genre de sujet. On termine peut-être du coup sur le sujet de la sécurité, Guillaume, parce que oui, il faut qu'on fasse le tour, alors notamment avec cette affaire d'aspirateur robot, qui prend des photos et ces photos se retrouvent en ligne. Guillaume, j'ai peur. Mais bien sûr. Des petites brèves de sécurité pour finir, parce qu'avant, il faut quand même dire qu'on a retrouvé le parrain. Le parrain, il était sur Android en fait. Le parrain, c'est un malware cheval de Troie qui se camoufle dans une appli lambda, comme une appli de musique par exemple. Et après, ce qu'il fait, c'est assez marrant, c'est assez malin, donc il reproduit très fidèlement le comportement de Google Protect. Donc il demande toutes les permissions possibles. Comme il a l'air d'être Google Protect, en général tu vas lui donner. Il fait même semblant de faire un scan, qui inévitablement se termine très bien, tout va très bien. Et après, le gros du boulot de Godfather, comme ça, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est ensuite de faire apparaître des fausses pages de login pour une des 419 banques ou bourses qu'il va connaître. Donc soit il envoie une notif, soit il surveille l'ouverture de l'appli. En France, il connaît 20 banques qui sont imitées à la quasi-perfection par une page HTML, tout simplement, qui envoient des infos aux pirates. Il y a aussi 110 bourses ou wallets crypto qui sont couverts. Et bon, The Godfather, il attaque pas les cibles dont les téléphones parlent russe, biélorusse ou arménien, etc. Donc voilà, on a une petite idée d'où il vient, il vient sans doute de ce coin-là. Et bon, même s'il imite pas directement l'écran de login, il est quand même très sophistiqué. Il peut aussi enregistrer l'écran des victimes, faire du keylogging, c'est-à-dire enregistrer les trucs qui sont rentrés sur le clavier. Et il peut aussi même ouvrir un serveur VNC sur le téléphone, ce qui fait que le pirate peut prendre totalement le contrôle s'il en a envie. Bon, c'est un truc qui se transmet hors du store de Google, il se camoufle comme une application populaire, il se chiffre lui-même d'ailleurs, donc il réussit à éviter pas mal de détections par les antivirus, et il cible principalement l'Europe. Donc prudence quand même, si vous avez l'habitude de télécharger des trucs hors du store, faites quand même un peu gaffe. Et puis bon... Cet article, il est sauvegardé dans les équipes juridiques d'Apple pour défendre le fait d'avoir l'App Store, évidemment, qui est très... évidemment. C'est pas le premier, oulala, c'est l'OS. Oui, bien sûr.
Mais bon, voilà, prudence aussi. Donc oui, avec les Roomba, bien oui, évidemment, vous avez vu PS7 News, ça a fait le tour des médias. La photo d'une femme tranquillement assise sur ses toilettes, s'est retrouvée à balader sur Internet. Alors jusque-là, bon, ça, c'est pas la première, mais bon, le truc, c'est que cette photo a été prise par son Roomba, trahi par son aspirateur, le drame. Tu vas te méfier de ton électroménager maintenant. Et en fait, non, c'est pire que ça, parce que ça fait longtemps que les Roomba, ils prennent des photos de tout et n'importe quoi chez vous. Et en plus, ça fait tout aussi longtemps que des gens probablement sous-payés dans un pays lointain les regardent pour les annoter. Les annoter pour aider l'IA, donc l'IA de l'aspirateur, à se perfectionner. C'est sans doute pas la première fois que des photos, disons, intimes transitent d'ailleurs. Mais cette fois-ci, les annotateurs ont eu la riche idée de la poster à droite à gauche, donc elle s'est retrouvée dans les médias. C'est juste la première fois qu'on le remarque, en fait, qu'on remarque une photo à fuiter. Bon, parce qu'on l'oublie souvent complètement, mais le processus d'annotation humaine fait partie intégrante du processus de dev des IA, et celle de Roomba en particulier. Pour qu'il reconnaisse le chien, il faut qu'il reconnaisse les chiens. Pour ça, il faut lui dire que voilà, ceci est un chien, etc. Donc c'est pas secret, pas du tout en fait. C'est juste qu'il faut bien lire les petites lignes, et voilà, et puis rester conscient qu'un truc avec une caméra connectée à Internet qui se balade chez vous en toute liberté, ça représente toujours un certain risque quand même. Et bon, si on veut finir justement sur un truc qui représente un risque et qui est un truc assez rigolo quand même, assez paradoxal. Donc ce qui représente un risque, selon le FBI, ce serait les pubs. Alors, c'est pas une nouveauté, on en avait déjà parlé, si vous voulez renforcer votre sécurité sur Internet, il faut prendre un bloqueur de pub, c'est le FBI qui le dit. Dans son annonce publique du 21 décembre, il se rend compte, le FBI, avec horreur, que des cybercriminels achètent des pubs sur des moteurs de recherche, sur Google en particulier, mais d'autres, pour se faire passer pour des marques connues et vous amener sur des sites de phishing. Donc dans ces recommandations pour se protéger, évidemment il y a bien vérifier l'URL du site sur lequel tu es, et le FBI recommande d'utiliser un bloqueur de pub dans le moteur de recherche. Il mentionne bien qu'il est possible d'activer, de désactiver le truc pour laisser les pubs sur certains sites, mais le fait qu'il recommande de bloquer les pubs sur Google, en gros, c'est quand même assez marquant. Ça va pas trop plaire à Google, ça va pas trop lui faire plaisir, déjà que il commence à être chahuté sur ce secteur, comme on va le voir. Ouais, on va en parler juste après. Je trouvais ça rigolo aussi de savoir qu'il y avait des sites qui forcément sont obligés de relayer cette info, et des sites qui fonctionnent grâce à la publicité, donc ils sont en train de vanter les mérites pour la sécurité d'installer un adblock, mais évidemment ils rappellent en fin d'article, notamment TechCrunch, en disant bien entendu vous pouvez désactiver votre adblock à tout moment pour les sites qui la terrible ambivalence d'Internet et la pub, ça... C'est terrible. Mais en même temps, je trouve que c'est assez légitime de mettre ça en avant. Ce serait dommage de le taire. Je pense que la finalité, c'est quand même qu'on gagne en sécurité. Écoute, tant mieux. On continue, Guillaume, après cette première section autour de la sécurité pour parler gros sous, pour parler économie, pour parler de mouvements d'argent, tout simplement. Avec, c'est pas nouveau, mais ça se confirme, et peut-être que ça nous laisse entreapercevoir des augures un peu difficiles. Google et Meta qui sont, je reprends ton terme parce qu'il est particulièrement bien choisi, je trouve, chahuté. C'est-à-dire que c'est des géants, ils sont pas non plus à mal, ils vont pas mettre la clé sous la porte. Je trouve que ce terme de chahuté est intéressant parce que voilà, ça les bouscule un petit peu. On sent qu'ils vont pas, encore une fois, fermer demain, mais ça leur fait un petit peu mal, Guillaume. Ça a dû être ressenti comme un petit séisme, tu sais, un petit, magnitude 3 ou 4, tu vois, un truc qui était un peu prévu, mais enfin, ça fait toujours une petite secousse. Là où je pense, et bon, Google et Meta viennent de perdre leur position dominante conjointe sur le marché de la pub en ligne. Donc en 2017, les deux cumulés représentaient 54,7% de la totalité du marché de la pub en ligne, et aujourd'hui c'est 48,4%, et l'an prochain, ça sera sans doute 43,9%. Donc ça baisse de manière quand même assez sérieuse. C'est un marché de 300 milliards de dollars la pub, et c'est de plus en plus concurrentiel. Et il faut désormais compter avec des nouveaux acteurs qu'on associe pas forcément immédiatement à la pub, comme Amazon, Apple, Microsoft et TikTok. Alors TikTok, on pourrait s'y attendre, c'est vrai qu'il est tout jeune, mais il est déjà très puissant, c'est un gros réseau social, donc c'est pas une grosse surprise de le voir émerger sur le secteur. Par contre, c'est vrai que les nouveaux concurrents sont pas forcément aussi intuitifs que ça, et en particulier, l'ascension d'Amazon est la plus spectaculaire. Parce qu'en 2015 encore, Amazon était anecdotique. Et alors que là, cette année, il a fait 38 milliards de chiffre d'affaires dans la pub. Et pourtant, c'est assez logique en réalité. Amazon possède une base de données clients astronomique, dont il a longtemps profité pour faire de la publicité sur son site, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il pouvait aussi en faire ailleurs, et en faire profiter d'autres marques, donc il fait profiter d'autres marques de ses infos, contre du pognon, bien sûr. Et ça marche très très bien. Et Apple est aussi en croissance forte. Son chiffre d'affaires a triplé en 4 ans, il atteint 7 milliards de dollars dans la pub. Alors Apple, il représente encore qu'1,2% du marché. Mais c'est déjà plus que Snapchat et Pinterest réunis, ce qui m'a quand même pas mal étonné.
dont des experts estiment il pourrait récolter 30 milliards de dollars d'ici 2026. C'est l'objectif qu'il va d'ailleurs falloir combiner avec cette image de défenseur de la vie privée que se donne volontiers Apple. Ça risque de pas être complètement facile, mais enfin bon, ça pourrait être un relais de croissance important parce que Apple risque de souffrir pas mal de problèmes logistiques avec le rebond du Covid qui est vachement spectaculaire en Chine, parce qu'ils s'attendent déjà à un bénéfice net en baisse de 8% ce trimestre. Donc c'est quasi certain qu'il y aura à l'avenir toujours plus de pubs Apple. Bon, désolé. Et de toute façon, il y aura aussi toujours plus de pubs Microsoft. Alors, Microsoft, c'est vraiment le petit débutant du lot. Microsoft qui donc s'essaye un petit peu à la pub sous Windows 11. On a vu des trucs plus ou moins bien accueillis d'ailleurs. Et qui envisage vraisemblablement de mettre des pubs dans ses jeux en streaming. Parce qu'il y a un brevet donc il y a un brevet qui est sorti et qui pourrait le laisser penser. C'est un brevet qui détaille une méthode pour introduire des pubs après coup dans la vidéo de jeux streamés via xCloud, par exemple. Vous savez, quand vous jouez via xCloud, en fait, vous streamez une vidéo, et puis voilà, c'est une vidéo évidemment interactive, qui répond à vos inputs, mais c'est quand même une vidéo. Et donc, avec ce système, les développeurs n'auraient rien à faire. Ils n'auraient pas à se préoccuper de créer des espaces publicitaires à l'intérieur du jeu. Les espaces potentiels sont localisés après coup, en fonction des interactions des joueurs, en fonction de l'environnement du jeu. On localise des phases où il y a peu d'action et des espaces sur lesquels on pourrait appliquer une sorte de calque, tout simplement, qui contiendrait une pub. Donc ça pourrait être sur un panneau, effectivement, mais ça pourrait être sur une tenue de joueur, etc. Et si ça marche bien, Microsoft pourrait vendre de l'espace publicitaire, potentiellement dans tous les jeux qui sont joués sur xCloud. Donc un éditeur pourra même choisir après coup de monétiser un jeu comme ça, de le rendre gratuit, etc. Donc c'est encore comme brevet, donc c'est complètement hypothétique, mais déjà aujourd'hui, Microsoft s'est associé à Netflix pour son offre sponsorisée. Donc tu sais qu'il y a une offre sponsorisée par la pub, une offre qui d'ailleurs commence assez doucement pour le moment, puisqu'il n'y a que 10% des nouveaux inscrits aux États-Unis le mois dernier qui ont choisi l'offre à $7. Donc c'est $7 par mois avec pub. Donc c'est une démarche qui n'est pas spectaculaire, mais Netflix y croit sur le long terme, et Microsoft est quand même sa régie pub. Donc les lignes bougent. Après, c'est vrai que les temps sont durs. La croissance du nombre d'utilisateurs devient de plus en plus faible. C'est de plus en plus difficile d'attirer des nouveaux utilisateurs. Et donc, les grosses boîtes recherchent désormais à changer un petit peu leur philosophie. Et ils passent disons, le truc à la mode, c'est la maximisation du profit sur le cycle de vie. Donc en anglais, c'est la lifetime value. Donc c'est la nouvelle expression à la mode dans la Silicon Valley. On va l'entendre en 2023 à Tire-Larigot, ça. Probablement, on va l'utiliser nous-mêmes plusieurs fois. Et finalement, ça traduit assez bien le changement d'époque. On parle moins de croissance ou de marché total, de marché total adressable, marché total comme on parlait avant, où c'est plus un retour total sur investissement que peut donner chacun des utilisateurs, tu vois. Les utilisateurs qu'on a déjà. Donc on est moins dans le potentiel et plus dans une estimation crédible du profit moyen qu'on peut faire par tête. Donc voilà, c'est un nouveau jargon, peut-être que ça va pas perdurer, je sais pas, mais c'est significatif du changement de régime économique, parce que les business models bougent, il faut s'adapter. Donc pour Google, par exemple, le changement de politique d'Apple n'a quasiment pas eu d'impact, à l'inverse de Meta, tu vois. Mais bon, d'un autre côté, le danger approche, ils le savent très bien. ChatGPT, par exemple, c'est un coup de semonce pour Google. Le robot conversationnel, il est perçu comme le futur du moteur de recherche, et ils en sont parfaitement conscients. Google possède les technologies, c'est pas le problème, mais ils veulent rester prudents, ils veulent pas casser un truc qui marche, ils veulent avancer de manière itérative et très prudente. Leur moteur de recherche, c'est vraiment leur cœur de métier, donc ils veulent le faire évoluer, et le business model qui va avec. Donc ils vont choisir une attitude très prudente et petit à petit rajouter du langage naturel dans le moteur de recherche, comme ils le font déjà par petits pas. Le souci, c'est d'une part de conserver des réponses fiables et de bonne qualité, et d'autre part de continuer à les monétiser. Parce que Google affiche des pages de liens, bien sûr, avec une bonne partie de liens sponsorisés quand vous faites une recherche. Mais si demain, la plupart, ou même 50% des recherches se fait par une question auquel il y a une réponse directe, en mode de conversation avec un pote, quoi, tu le mets où ton lien sponsorisé? Tu vois, si tu donnes directement le truc pertinent, il n'y a plus vraiment raison de mettre des liens sponsorisés. Et c'est précisément le problème. D'ailleurs, c'est le problème qu'ils ont déjà avec leur assistant, c'est le problème qu'a Amazon avec Alexa. Et donc, voilà, il y a des challenges qui attendent Google pour la prochaine décennie. Lui, il a l'air insolide. Meta, par contre, évidemment, est un peu moins bonne posture. Parce que lui, il n'a pas d'écosystème à lui, comme Google, il est plus exposé au changement de politique des autres acteurs. Il n'a pas une image géniale. D'ailleurs, ils viennent d'accepter de payer 725 millions de dollars pour clore l'affaire Cambridge Analytica. C'est quand même une énorme casserole qui traîne depuis 2018, parmi bien d'autres. Bon, le metaverse comme relais de croissance, pour l'instant, ça ne convainc pas forcément. Il continue de dépenser des milliards dans la VR.
Ils ont la moitié de leur budget, c'est dans la réalité augmentée d'ailleurs. Hein. Ils ont racheté récemment LuxXL, c'est une boîte hollandaise qui imprime des lunettes de vue avec des écrans dedans, histoire d'avoir des lunettes de réalité augmentée à sa vue, hein, ce qui est toujours sympa. Mais bon, voilà, c'est compliqué. En plus, Meta doit compter aussi avec des autorités de plus en plus sévères en question antitrust. Hein. Ils voulaient racheter le studio Within qui fait des jeux verts, mais c'est reporté puisque la FTC refuse et est attaquée en justice. Parce que bon, voilà, racheter, ça a toujours été une voie facile pour les très grosses boîtes pour se maintenir à jour, se diversifier, se renforcer. Et là, c'est de plus en plus dur. Et on le voit aussi avec Microsoft et Activision. Donc c'est une période un peu délicate pour les grosses boîtes. Et c'est pas si mal finalement. Parce qu'avec tous ces bouleversements économiques, les bouleversements que vont apporter les IA, c'est l'occasion de renouveler un peu le marché, la concurrence, et peut-être de faire émerger de nouveaux acteurs, de bouger un peu, et bon, je trouve ça plutôt bien en fait. Je reprends au sujet des évolutions sur les comportements de la recherche, je reprends aussi un chiffre qu'a donné Prabhakar Raghavan. Alors, je fais mon malin à le prononcer, mais j'ai eu beaucoup de mal à essayer de comprendre comment je devais le prononcer. Je lui présente par avance toutes mes excuses, qui est le vice-président senior de Google, qui dit que selon leurs propres chiffres, donc c'est Google qui le dit, environ 40% des jeunes qui cherchent un endroit où manger ne vont pas sur Google ni sur Google Maps, ils vont sur TikTok ou Instagram. J'ai vu plein de chiffres remonter autour des comportements, autour de la recherche. Je suis estomaqué de me rendre compte qu'il y a énormément de personnes dans une certaine tranche d'âge qui vont utiliser Instagram ou TikTok en particulier pour de la recherche avant même Google, quoi. Et pas que pour rechercher un endroit où manger, mais pour chercher des problématiques hyper sérieuses. Donc il y a tous les contenus sur TikTok qui ont été créés tous ces derniers temps qui remontent à coup de référencement pour ces requêtes-là. Donc je suis assez moi, captivé de voir les évolutions des usages, alors que je pensais que Google serait indétrônable, et du coup, ça doit leur faire très peur. Je reviens sur ce que tu disais sur le brevet de Microsoft au sujet de la diffusion de publicité. Qu'est-ce qui est privilégié par le fait d'avoir un service de streaming ? Je m'explique. Qu'est-ce qui empêcherait techniquement Microsoft demain de faire en sorte que sur Xbox, quand tu lances un jeu, même en local sur ta machine, par-dessus le calcul du jeu, il y ait de la même manière que tu le présentais, des pubs qui viennent se rajouter en dynamique. En quoi est-ce que c'est un avantage d'avoir xCloud par rapport à un développement du studio de développement du jeu de vidéo ? De toute façon, il faudrait faire une analyse du jeu en amont. C'est-à-dire que le jeu, il faudrait analyser à quel moment le joueur est susceptible de recevoir une pub. C'est-à-dire, c'est pas quand il est super actif et tu vois qu'il y a une phase très très délicate. Donc en fait, il faudrait de toute façon faire une analyse effectivement des lieux où l'activité est la plus c'est ça, il y a une réflexion en amont quand même. Donc, mais ce serait pas forcément impossible non plus. Mais disons que ça demanderait effectivement quand même de faire ça. Et de faire cette analyse, de détecter aussi où est-ce qu'il est in situ. Alors que sinon, là, ça se fait sur les serveurs, c'est peut-être plus facile à déployer aussi. Peut-être aussi. Ouais, il y a eu une histoire, en fait, effectivement, comme si t'es déjà sur la serveur de Microsoft, tu peux déployer les trucs que tu veux, un peu comme tu veux, quoi. Et je pense aussi, peut-être, j'aimais cette hypothèse en discutant avec toi, je me dis aussi que c'est peut-être plus simple de proposer ça sur un service par abonnement, où tu offres en contrepartie peut-être une réduction, alors que si t'es habitué à acheter ton jeu et acheter ta console et que par-dessus, on te calque des pubs en dynamique, ça peut faire bizarre. On en avait déjà parlé, il y a des précédents épisodes de Tech Café, on avait parlé de cette initiative. Peut-être que ça se rapprochera plus vite qu'on ne le pensait. Guillaume, on continue autour de notre économie. Forcément, c'est la rubrique ne nous tapez pas sur la tête, on fait notre devoir et on doit en parler. Parce que oui, Elon Musk est en roue libre, Guillaume. Oui, mais enfin, on va surtout parler de Tesla finalement, puisque bon, parmi les grosses boîtes tech qui vont pas bien, Tesla est pas terrible. Elle a déjà gelé ses embauches et elle envisage de nouveaux licenciements ce trimestre. Il y avait déjà 3,5% d'effectifs en moins depuis juin, je crois. L'action de Tesla a chuté spectaculairement, de 65% cette année quand même, on dirait une crypto, et de 22% en décembre seulement. Donc ce timing suspect d'ailleurs pourrait indiquer qu'il y aurait un lien avec le fait qu'Elon fait un peu trop le clown chez Twitter. Dernière perlanda, d'ailleurs, Elon commente d'abord de manière apparemment positive un tweet de Medvedev. Il a fallu quand même 4 heures pour qu'il précise sa pensée, prenant peut-être conscience que son premier message pourrait porter à confusion. Bon. Donc, hasard ou coïncidence, le 27 décembre, l'action de Tesla baissait encore plus sensiblement. En fait, c'est plus probablement une coïncidence, dû au fait qu'au même moment, des analystes anticipaient une baisse de la demande. Et d'ailleurs, Tesla est en dessous de ses objectifs cette année. Donc, elle voulait vendre 1,4 million de véhicules, c'est son objectif. Elle en a écoulé que 1,3 million. Alors, ça paraît pas si terrible, mais les analystes étaient beaucoup plus optimistes que ça encore. Ils tablaient sur 1,8 million de ventes. Donc c'est une vraie déception, et ce qui explique beaucoup plus largement effectivement les péripéties de l'action. Alors les frasques d'Elon et l'économie évidemment
c'est très difficile de démêler l'un de l'autre, hein, forcément, puisque Musk se surpolitise, et c'est très peu judicieux pour un CEO de plusieurs grosses boîtes, hein, c'est indéniable. Donc il polarise, et c'est certain qu'une partie non négligeable de sa clientèle potentielle fait partie de ces gauchistes qu'il méprise sur Twitter, et qui pourraient bien tenter d'aller voir notre marque, finalement. Mais bon, quant à savoir dans quelle proportion ça joue sur les ventes et sur l'action, ça c'est vraiment une autre histoire. La conjoncture économique, elle n'est pas super favorable, hein, puisque voilà, les US, l'Europe et la Chine ralentissent un peu tout en même temps. Le FMI dit qu'il y aura une récession cette année pour un tiers de l'économie mondiale, et pour le reste, ça ne sera pas l'éclate. Donc merci monsieur le FMI, et bonne année, hein, au fait. Et Tesla, et donc Tesla n'est pas vraiment sorti d'affaire, quoi. Hein. Et en France, d'ailleurs, ce qui ne va pas l'aider non plus, le gouvernement a revu le barème du bonus écologique. Donc les voitures trop chères, donc celles au-dessus de 47 000 euros, en sont désormais exclues. Et du coup, il n'y a plus de bonus sur des Tesla à 50 000. C'était pas déjà le cas? Je me demande si c'était pas déjà le cas. Il me semble que ça a changé récemment. Enfin bon, voilà. Donc, okay. Ça a peut-être été réévalué au niveau du montant aussi. Si ça pouvait faire baisser un petit peu le prix des voitures électriques, qui restent en général assez chères, hein, ça serait tout bénef. Mais bon, pour le moment, je suis pas sûr que Tesla ait trop envie de rogner ses marges. Bon, alors on verra bien si l'action remonte quand Elon laissera sa place de CEO à Twitter, mais j'y crois moyen. Et en tout cas, il y a prenez bien les guillemets, j'espère que vous les entendez, je les fais avec mes doigts, un concurrent de Twitter dont on parle assez régulièrement, c'est Mastodon. Moi, j'aime bien Mastodon, hein. J'avoue que j'apprécie. Je pense que j'apprécie parce qu'il n'y a pas trop de monde, tu vois, c'est pas toxique, non pas structurellement, mais simplement parce qu'il y a moins de monde et que le fait qu'on s'abonne... Moi aussi, au Leclerc, quand je vais au Leclerc, quand il y a moins de monde, j'aime bien. Hein. C'est ça, quand tu vas sur chez ton épicier de quartier, en général, il y a moins de mauvaises personnes qui font la queue devant les caisses que au gros Auchan à côté. Bref, Mastodon qui tient son indépendance, Guillaume. Mais ouais, on a presque parlé de Twitter, donc du coup, on peut parler de Mastodon. Je me rends compte, je me réécoute là en train de parler de Mastodon. J'ai été très méchant de comparer ça au petit épicier de quartier. Quoique, il y a un petit côté un peu savoureux. Mais excuse-moi. Il y a un petit charme, écoute. En tout cas, oui, Mastodon, proximité humaine. Mastodon veut rester fidèle à ses valeurs. Hein. C'est que voilà, depuis que Twitter est dans la tourmente, il explose. Il grossit, quoi. Voilà, il y a des pics à plus de 200 000 téléchargements quotidiens en novembre dernier. Ça s'est un peu calmé depuis. On est passé quand même de 300 000 à 2,5 millions d'utilisateurs en octobre et novembre. C'est pas non plus... Ouf. Non, mais c'est quand même vachement mieux. C'est presque 10 fois plus. Hein. Et donc cet engouement soudain, évidemment, a fait frémir les petites oreilles attentives des investisseurs. Hein, donc voilà. Mais Eugene Rochko, qui est donc le patron, le développeur principal de Mastodon, a reçu des offres de 5 fonds d'investissement pour plusieurs centaines de milliers de dollars. Donc c'est pas encore des milliards dont on a l'habitude avec les GAFAM non plus. Hein. Et il a dit non, voilà, parce que Eugène, il tient à l'indépendance de Mastodon, il est le seul actionnaire de cette plateforme, il se paye lui-même un salaire qui a longtemps été de 2400 € à peu près par mois, et qui a été récemment revu à la hausse à 3000, voilà, c'est normal hein, avec l'explosion, donc tout vient des dons de la communauté, et Rochko veut que ça reste comme ça, il n'est pas question que, je cite, Mastodon devienne tout ce qu'on déteste chez Twitter. À long terme, Mastodon remplacera Twitter, et d'ailleurs tous les autres réseaux sociaux commerciaux, c'est l'ambition d'Eugène. Bon, il est conscient que c'est un petit peu ambitieux, c'est vrai, mais bon, comme il le dit, il a jamais été aussi proche de son objectif. Moi, c'est noble, hein, je soutiens cette démarche et je suis très content, comme je te le disais, d'être actif là-dessus, mais je suis vraiment convaincu qu'aucun service décentralisé pourra, en tout cas à court ou à moyen terme, remplacer des services centralisés comme Twitter. On verra, peut-être que l'avenir me donnera tort, mais j'ai quand même l'impression que ça me paraît très difficile qu'un service décentralisé arrive à concurrencer sérieusement un truc comme Twitter. Bref. On passe à la rubrique intelligence artificielle. On sait que vous aimez cette rubrique intelligence artificielle et surtout qu'il se passe tellement de choses. Tu nous avais parlé, Guillaume, d'Unstable Diffusion qui voulait apporter une pierre à l'édifice de l'image générative en proposant des miriages orientés sur les images un peu olé olé, Guillaume. Ah, il y a déjà du plomb dans l'aile dans cette proposition. Et ouais, on part fort 2023 avec l'arrêt brutal de la campagne Kickstarter d'Unstable Diffusion. Que j'avais mentionné, c'est un projet qui voulait créer un modèle capable de créer des images porno, entre autres. Voilà. Alors, c'est vrai que les modèles de base, donc voilà, de Stable Diffusion, même les autres, ne savent pas faire de porno. Bon, alors, on peut les fine-tuner, on peut les éveiller à la sexualité un petit peu en leur montrant des choses. Mais bon, ça donne des résultats qui sont pas forcément fabuleux, ça marchouille, mais c'est vraiment pas le top. Et donc,
Finalement, le collectif Unstable Diffusion voulait donc aller plus loin vers là, mais il a aussi évolué quand même pour devenir un projet de création de modèles génératifs 100% open source et collectif. Parce qu'on rappelle que Stable Diffusion est open source, mais que son modèle, donc le réseau de neurones lui-même, qui a été pré-entraîné, il a été entraîné par Stability AI, qui est donc une grosse boîte en fait, et parce que entraîner un gros modèle comme ça, c'est cher. Et donc la communauté n'a pas le contrôle sur le modèle, elle le contrôle sur le code qui est autour. Donc là, le but, c'était justement d'avoir un contrôle total. Mais pour ça, il faut des moyens. D'où la campagne Kickstarter, un moyen parmi d'autres d'avoir de l'argent pour créer le modèle, rassembler le dataset, l'entraîner, etc. Alors évidemment, si je dis que le projet d'IA génératif porno s'est fait kicker de Kickstarter, ça a l'air d'être une info un peu anecdotique. Vous allez me dire, ça va s'en remettre. Mais malheureusement, ça illustre, je pense, le début d'un phénomène, d'une bataille qui franchement ne dit rien qui vaille, parce que les myriages, ça divise. Voilà, l'IA est clivante dans la communauté artistique, il y en a beaucoup qui sont inquiets, il y a une partie qui est même farouchement opposée aux IA et qui souhaite carrément les interdire, on a l'impression. Alors récemment, on a vu des campagnes No AI Art sur ArtStation. Il s'avère que la communauté des artistes anti-IA est en train de s'organiser, de se financer et de commencer à faire du lobbying. Enfin, en tout cas, c'est ce que sous-entend clairement Stable Diffusion, et c'est pas le seul. D'après la communication des Kickstarter, il semble pas, bizarrement, que l'aspect porno de Unstable Diffusion était le problème. C'est plutôt l'aspect droit d'auteur qui a fait pencher la balance. Ils sont, je cite, du côté du travail créatif et des humains derrière ces créations. Bon, il y a aussi par ailleurs eu l'épisode de Sam Does Art. Donc Sam Does Art, c'est un artiste YouTube assez connu, qui a ses fans et ses patriotes, et qui a découvert qu'il existait des embeddings pour reproduire son style avec Stable Diffusion. Les embeddings, j'avais expliqué, c'est des petits fichiers comme ça qui peuvent reproduire des styles ou introduire des choses pour que ce soit plus facile de l'utiliser dans le modèle. C'est pas des choses nouvelles vraiment, mais on va pas rentrer dans les détails, mais en tous les cas, ça permet à volonté d'appeler le style de Sam Does Art. Donc c'est loin d'être le seul d'ailleurs qui a des embeddings comme ça, mais lui ça lui a pas plu, genre vraiment pas, puisque d'après certains, il a fait des vidéos pour encourager à harceler le gars à l'origine de ce truc-là, sur Reddit, dont il est parti d'ailleurs, et puis l'effet stressant des dents, évidemment, le style Sam Does Art a été réentraîné de nombreuses autres fois, et les choses s'enveniment un peu. Sur Reddit, YouTube, il y a des promoteurs des IA génératives qui reçoivent beaucoup de haine, dans certains médias aussi. Guillermo del Toro, d'ailleurs, ça a été relayé un petit peu partout, aurait même dit qu'utiliser l'art génératif dans un film serait une insulte à la vie elle-même. Affirmation bien dramatique et qui est, je pense, complètement stupide. Je veux dire, prends Avatar 2, presque rien n'est réel dans Avatar 2. Sigourney Weaver, elle a 70 ans et elle y joue une fillette. Je vois, le cinéma moderne, il est mal placé, je trouve, pour faire la critique du synthétique contre le naturel, tu vois. Et puis en plus, il est marrant, ça vient de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, c'est un mec, il est bien assis, il a globalement un budget illimité quand il bosse, tu vois. Alors c'est facile d'engager des super artistes quand t'as du pognon, mais quand t'as pas un rond, tu vois, moi si je veux faire un film d'horreur et que j'ai pas de thunes, avant je faisais pas, ou alors j'avais des effets spéciaux en carton, comme dans les années 60, et si aujourd'hui je peux faire un truc avec des effets spéciaux qui claquent, et est-ce que je vais pas le faire parce que c'est une insulte à la vie ? Et donc je laisse Guillermo del Toro et tous ceux qui ont des millions le faire à ma place ? Écoute, non, fuck la vie, quoi. Donc, voilà, ce que je fais, c'est que je prends Stable Diffusion, un truc comme Ibisynth, par exemple, je me filme, je crée un monstre flippant avec l'IA, et ensuite je l'anime avec ce truc Ibisynth là, qui effectivement est capable de prendre une image et de l'appliquer sur une vidéo. Donc j'ai des effets pas dégueulasses, et ça pour presque rien. Au-delà c'est des déclarations qui sont un peu épidermiques, et c'est vrai que ce qui se profile, ça m'enchante pas forcément beaucoup, parce qu'une bataille entre pro et anti-IA, c'est quoi ? C'est une guerre sainte contre les machines. Je sais pas, comme dans Terminator, alors je remarque que c'est soit comme dans Terminator les IA gagnent, soit comme dans Dune, et finalement il y a une guerre et les humains les interdisent, je sais pas, on verra. Mais bon, tu vois, Unstable Diffusion, il a été kické, mais finalement, c'est quoi ? C'est la première victime de la croisade, mais c'est une croisade qui se trompe complètement de cible à mon avis, parce que Unstable Diffusion, ça voulait être open source, ça voulait être libre. Attaquer un projet open source, c'est, à mon avis, une très mauvaise idée, parce que si on attaque les projets open source, si on fait la chasse aux projets communautaires, ce qui va rester, c'est que les projets des grosses boîtes, c'est que les logiciels des grosses boîtes. Parce que les logiciels des grosses boîtes, eux, ils vont rester, ça va renforcer leur pouvoir. Maintenant que la tech existe, il faut la réguler, mais il faut aussi la démocratiser, il faut l'utiliser, parce que c'est un outil incroyable, il faut pas la bannir, ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, elle va pas disparaître. Et puis il faut pas la laisser exclusivement entre les mains des grosses boîtes non plus, parce que les grosses boîtes, elles auront toujours plus de moyens de lobbying qu'un collectif d'artistes énervés, donc elles vont les garder, de toute façon. Donc voilà, alors ça veut pas dire que les artistes doivent se taire et rien faire, ni rien, c'est pas ça, mais il faut qu'ils défendent leurs droits, pas de problème. Mais bon, commencer par attaquer un projet open source, ça me paraît pas être une super idée.
Et puis bon, lutter contre les gens qui entraînent leur propre modèle chez eux dans leur chambre, à mon avis, c'est vraiment attaquer des moulins à vent, quoi. Il y a pas une certaine fébrilité de la part de Kickstarter de vouloir pas être associé au financement, tout simplement, tu vois? Est-ce que c'est vraiment une croisade contre l'outil? Bon, oui, en partie. Est-ce qu'il y a finalement une fébrilité? Ils veulent pas être plus associés que ça? Je sais pas. Je me rends pas compte, mais j'ai la naïveté de penser que ça peut rentrer en ligne de compte. Ouais. Ça continue un petit peu sur les sujets Myriage, Guillaume. Oui, une petite mise à jour, puisque le bureau du copyright américain a fait un beau 180 degrés en ce qui concerne la protection de la première, ou en tout cas une des premières BD créées avec Midjourney, fait avec des Myriages. Alors vous en souvenez peut-être, ça s'appelait Zarya the Dawn, et ça a été créé par Chris Castanova. Ça avait reçu un copyright du USCO un petit peu plus tôt cette année. Finalement, après réflexion, et après probablement s'être renseigné sur ce que c'était Midjourney, le bureau a changé d'avis. Alors c'est vrai que c'est quand même plus cohérent avec ses précédentes décisions, puisqu'il refusait aussi le copyright à Stephen Thaler, qui d'ailleurs le poursuit en justice pour ça. Bon, là encore, la question du copyright d'une œuvre générée par une IA, ou partiellement générée par une IA, comme dans le cas de Zarya, c'est compliqué. Dans le cas de Thaler, c'est une simple image, ou des images, bon. Est-ce qu'une simple image faite par IA peut être copyrightée, sachant que finalement, cette image, elle est générée par un algorithme à partir de quelques paramètres. Quelques paramètres discrets, alphanumériques, Sval. Il y a le prompt, c'est quelques mots, après il faut savoir, tu connais le sampler, la graine, tu connais le modèle, etc. Finalement, si j'ai tous ces paramètres, je peux reproduire l'image totalement à l'identique. Copyrighter ce truc-là, ça reviendra à pouvoir copyrighter l'image d'une fractale de Mandelbrot, par exemple. Tu vois, une fractale de Mandelbrot, vous voyez tout ce que c'est, j'imagine, c'est une belle image que j'ai à partir de quelques paramètres, quelques nombres. Ces paramètres permettent une reproduction exacte. Donc, qu'est-ce qui est protégé? Les paramètres, tu vois, en vertu de quoi? Pourquoi? Bon, c'est compliqué. Pour Zarya, le problème plus complexe encore, je pense, parce qu'il y a le texte et le storyboard. Est-ce que c'est légitime de copyrighter le texte, mais pas les images, tu vois, parce que les images sont pas copyrightables? Bon, j'ai l'impression que ça a plus de sens pour une image, que pour une image simple, mais c'est pas évident. Il y a aussi la question du copyright dans l'autre sens. D'ailleurs, Zarya, elle ressemble étrangement à Zendaya. C'est pas exactement Zendaya, mais elle y ressemble. Est-ce que l'auteur a utilisé Zendaya dans son prompt pour créer un ancrage pour le physique de son héroïne? Et si oui, est-ce que ça pose un problème pour le droit à l'image? Sachant que le résultat final n'est quand même pas exactement le sosie de l'actrice. Donc si la BD est dans le style, imagine que la BD est dans un style qui est proche de celui de Sam Nazart ou de Moebius, mais pas tout à fait. Et si c'était un mélange entre Sam Nazart et Moebius, bon, tu vois, mais voilà, tout ce que j'ai moi dessiné à la main en imitant le style de Moebius, est-ce que j'ai le droit ou pas de le faire? Si j'ai le droit, pourquoi une IA pourrait pas? Donc tu vois, on touche vraiment à la complexité du truc, et il va falloir se dépatouiller avec dans la décennie à venir, ça va être coton. Bon courage les amis, bon courage pour les étudiants dans les domaines juridiques notamment, je pense qu'ils vont avoir du boulot, c'est chouette. Et puis ça continue pas que dans le domaine des images, en tout cas pas que dans les images au format classique, mais ça continue, et tu nous en avais déjà parlé, mais ça ne s'arrête plus dans la génération d'autres formats, notamment des formats audio, Guillaume. Écoute, je sais pas si ça sera Dune ou Terminator, mais en tous les cas, moi je pense que les IA vont gagner parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, il y en a de plus en plus. Donc on avait déjà parlé des IA pour créer de la musique, il y avait Refusion ou AudioLM, capable de créer des prompts audio et de les continuer en gardant le style, donc ce qui va finir par poser les mêmes problèmes qu'avec les images, bien sûr. La nouveauté de ces vacances, c'est Point.E peut-être, donc c'est DALL-E, c'est le DALL-E, mais pour des nuages de points 3D. Donc ça vient aussi d'OpenAI, d'où la similarité entre les noms. Et en gros, le système fait des objets en 3D au lieu de faire des images en 2D. Mais il les représente sous forme de nuages de points colorés. Le gros avantage de Point.E, c'est qu'il a besoin d'une puissance de calcul très limitée, finalement, avec une carte graphique correcte, et il génère un modèle en 1 ou 2 minutes. Comme Stable Diffusion, donc un modèle qui peut potentiellement être utilisé par tous, à la maison, à l'infini, et donc ça pourrait très vite devenir un outil de base pour la modélisation 3D. Point.E comprend des prompts relativement complexes, comme je sais pas, un truc comme un robot humanoïde avec une tête ronde, ou un corgi avec un chapeau de Père Noël, ça il sait faire. Pour arriver à être aussi rapide et léger, d'ailleurs, Point.E ne fait pas directement du texte vers la 3D. Il fait une image qui représente le prompt, donc il fait du texte vers une image. Donc l'image a le style d'un rendu 3D simple, et ensuite l'image sert de guide à un autre réseau qui va l'interpréter comme un véritable objet 3D. D'abord faiblement détaillé avec 1024 points, et ensuite il va quadrupler la résolution pour aboutir à des objets qui sont
qui sont pas non plus au niveau de détail énorme, hein, attention, mais bon, ça peut déjà servir de base comme objet d'arrière-plan, comme accessoire, voilà, que tu peux utiliser. Bon, c'est encore un modèle de diffusion, c'est ça aussi qui est intéressant, mais cette fois, c'est une diffusion qui est faite sur des points de l'espace, et donc qui ont été entraînés sur des modèles 3D, sur des millions de modèles 3D. Donc le logiciel est en open source sur GitHub, il produit d'ailleurs du format Blender, et donc en l'état c'est encore bruit de décoffrage, même si c'est probablement utilisable, ça crée des sortes de clip art en 3D, hein, rien de réaliste, mais ça montre que c'est possible de passer en 3D, et on sait qu'il y a beaucoup de recherches, de Nvidia par exemple aussi, entre autres, hein, sur des représentations de scènes en 3D qui sont beaucoup plus complexes, qui sont extrêmement prometteuses, comme les NERF, les champs de radiance. Donc, bon, j'ai déjà un petit peu parlé, mais voilà, les NERF, ça veut dire Neural Radiance Field. Donc, c'est les champs de radiance neuronaux. C'est le futur de la photogrammétrie, hein, soyons clairs. Les NERF, c'est vraiment c'est le futur de la photogrammétrie, des effets spéciaux, de la vidéo, du jeu vidéo. Enfin, c'est un truc de malade, les NERF. Hein. Le principe, c'est d'entraîner un réseau de neurones à reconstituer une scène, à devenir cette scène, en fait, à partir de quelques photos. Donc, par rapport à la photogrammétrie, qui est un petit peu la même idée, hein. Vous prenez des photos d'une scène et puis ça vous reconstruit la scène en 3D. Bon, là, c'est un peu la même chose, mais les NERF sont capables de reproduire non seulement la géométrie et la couleur, mais aussi la radiance. La radiance, c'est-à-dire les reflets, les effets de matière qui dépendent de la direction du regard. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec des surfaces réfléchissantes, ce que la photogrammétrie ne peut pas faire, sur des surfaces transparentes, là pareil, et en plus, ça marche aussi de nuit, ce que c'est aussi impossible à faire en photogrammétrie, donc voilà, et en plus, ça donne des modèles qui sont très légers, une fois entraînés. Et une fois que c'est entraîné, du coup, tu peux voir la scène sous tous les angles. Tu peux tourner à l'intérieur de la scène comme tu veux. C'est de la 3D temps réel, photoréaliste, mais c'est pas basé sur des polygones. Voilà. On fait en fait le rendu d'un champ de densité et de couleur. Pour chaque point de l'espace et de direction du regard, tu as une densité et une couleur. Et ensuite, on fait du lancer de rayons là-dedans, dans ce champ de radiance. Et ça permet de recréer la scène en 3D comme si c'était une vidéo, comme si c'était photoréaliste. Donc pour l'instant, c'est encore assez jeune, hein. L'article original sur les NERF date de 2020, et il faut pas mal de puissance de calcul. C'est pas encore prêt pour remplacer le ray tracing dans le jeu vidéo, mais ça viendra vite. Il y a déjà des services cloud, hein, qui vous permettent de vous amuser avec ça. Faudra que je cherche pour vous donner des références, mais je sais que ça existe déjà, parce que l'entraînement prend quand même un petit peu de temps. Mais honnêtement, c'est clair que le cinéma ou la télé vont s'approprier ça très vite, hein, c'est obligé. Hein, et ce sera peut-être même le mode de rendu dominant des années 2030, hein, pas savoir. Ce que je trouve drôle, c'est qu'effectivement, là, les rendus aujourd'hui de ces outils sont pas encore complètement bluffants. Ils font de la 3D, tu vois. Pointy, par exemple, ils donnent des espèces de nuages de points. Bon, je suis pas certain que ce soit exploitable en l'état d'une quelconque manière, mais allez, rendez-vous dans quoi ? Dans 3 mois, 4 mois ? Allez, d'ici cet été, vous verrez dans des futurs épisodes de Tech Café comment ça aura évolué et à quel point l'industrie va pouvoir s'en emparer, la vitesse à laquelle ça va. Je pense qu'on va se prendre vite des gifles. Un motif de plus finalement pour vous abonner à Tech Café si c'est pas déjà fait. On conclut cette rubrique intelligence artificielle avec des services en ligne qui tirent parti du succès notamment de ChatGPT avec les chatbots un peu surintelligents, Guillaume. Ouais, paradoxalement, les IA pour le texte ont été les premières à arriver, et pourtant, j'ai presque l'impression que ce sont elles dont on parle le moins en ce moment. Et pourtant, elles posent exactement les mêmes questions et les mêmes problèmes, en fait. Hein. Elles ont été entraînées sur des masses énormes de textes, même problème de copyright, de style littéraire, de contenu toxique, etc. Et pourtant, c'est parti. C'est... une caractéristique, hein, un truc symptomatique, même Quora se lance à fond dedans. Alors vous connaissez sans doute Quora, c'est un site où on pose des questions pour que d'autres gens y répondent avec plus ou moins d'expertise. Et bien Quora a exactement le même cœur de métier que ChatGPT finalement, puisque ChatGPT, tu lui poses une question et il te répond avec plus ou moins d'expertise, mais en faisant toujours semblant de le savoir. Donc Quora lance Po. Po, c'est pour Platform for Open Exploration, et c'est pas parce que ça fait peur, même si ça fait peut-être un peu peur. Pour le moment, Po, il est séparé du site Quora lui-même, hein, c'est un terrain de jeu à part. Donc c'est un terrain de jeu où tu peux discuter avec plusieurs chatbots. Il y a une interface de chat comme WhatsApp, hein, et voilà, tu peux discuter avec le chatbot que tu veux. Tu peux lui poser des questions de cuisine, des questions sur la nature, demander de l'aide pour d'écrire des trucs, de l'aide si tu as un problème qui, j'espère, n'est pas trop grave. Donc voilà, il n'est pas question pour le moment de remplacer Quora par un système de chatbot, mais bon, on explore un petit peu le truc. Et en fait, déjà, beaucoup de gens utilisent ChatGPT ou son papy, hein, GPT-3, sous la forme de plusieurs services web qui existent depuis un petit moment, comme Pseudo-Write, Jasper ou Writer, que j'avais testé d'ailleurs, et il doit y en avoir plus d'une douzaine au moins aujourd'hui. Et donc, il y a un article intéressant de The Verge qui a interviewé une femme qui s'appelle Jennifer Lepp,
qui est auteur de livres et qui publie sur Kindle principalement des Cozy Mysteries et qui utilise Sudowrite et ChatGPT tout dernièrement. Donc elle révèle finalement, quand tu lis l'interview, finalement elle dit qu'à peu près tous ceux qu'elle connaît utilisent ou ont au moins essayé ces outils. Que tout le monde en parle et que beaucoup avouent l'utiliser au moins de manière accessoire, tu vois, comme pour faire des quatrièmes de couverture, faire des textes promotionnels, tu vois, ou pour vérifier la grammaire. Et puis, de fil en aiguille, certains l'utilisent pour créer, pour raffiner une intrigue. La plupart se défendent d'utiliser évidemment le moindre mot de GPT sur le texte final, bien sûr. Mais Jennifer, elle le fait. Et elle l'avoue. Elle utilise Sudowrite parfois pour certains passages de ses bouquins. Pas pour l'intrigue ou les personnages, mais pour accélérer l'écriture de certaines parties. Et elle sait que si elle en parle, il y aura du débat. Donc elle dit rien. Elle dit rien sauf à The Verge, et donc à nous tous. Donc merci à elle d'avoir eu le courage de l'avouer, quand même, parce que c'est pas forcément évident. Et à travers son interview, on retrouve les préoccupations bien connues pour les images, finalement. Les inquiétudes sur le plagiat, la copie de style. Par exemple, elle donne un exemple caractéristique. Elle adore Jim Butcher. Bon, moi, je le connaissais pas du tout, Jim Butcher, perso. Mais bon, elle adore Jim Butcher. Elle a demandé à ChatGPT de reformuler un de ses textes pour l'écrire avec le style pince sans rire de Jim Butcher. Et il l'a fait, ChatGPT, et ça marchait extrêmement bien. Et comment c'est possible ? Parce que Butcher, il fait des bouquins qui se vendent encore, hein, ils ne sont pas gratuits, ces bouquins ne sont pas en accès libre. Il n'est pas dans le domaine public, il n'écrit pas sur des blogs et tout, donc comment est-ce que ChatGPT connaît aussi bien son style ? Et elle a essayé avec 3 autres auteurs qu'elle connaît personnellement, et dont elle sait qu'ils n'ont jamais donné d'autorisation à OpenAI pour quoi que ce soit, ChatGPT, il les connaît aussi. Et voilà, oui, sans doute de la même manière que Stable Diffusion connaît très très bien Rutkowski. Donc Jennifer affirme que jamais elle ne demandera à une IA de copier un style pour elle, non. Même si c'est techniquement possible. Ouais. En tout cas, son exploration de ChatGPT a été concluante, puisqu'elle commence à l'utiliser pour les quatrièmes de couverture et les intrigues. Parce qu'elle considère que le meurtre lui-même, dans un Cozy Mystery, le meurtre lui-même est secondaire par rapport à tout ce qui se passe autour. Donc ça lui pose pas de problème. Et en gros, GPT lui donne un meurtre gore et rigolo, hein, comme dans ces genres de bouquins, dans des circonstances originales, et voilà, et puis après elle part de là. Autre point intéressant, elle a utilisé DALL-E pour faire la couverture du livre. Donc DALL-E lui a pondu une photo de chat bizarre comme elle le voulait. Bon, elle voulait un chat Likoi, pour être précis, un chat Likoi. Bon, j'ai vu des photos, c'est un chat c'est un chat horrible, mais c'est un chat qui est à la fois horrible et mignon, c'est très, très étrange. Mais donc du coup, ça lui a coûté rien en fait, ça lui a coûté presque rien, ça lui a coûté beaucoup moins cher que d'engager un photographe pour prendre un vrai chat Likoi qui se mette dans la bonne pose, la bonne situation, etc. D'autant que pour trouver un chat de cette race-là, bonne chance. Et bon, en parallèle, The Register a aussi relayé le point de vue de professeurs d'anglais et d'écriture qui ont fait des expériences avec des étudiants et donc ChatGPT. Et bon, le texte produit par le logiciel brut, le texte brut, n'a pas une super note. Finalement, les profs le notent C, C-. Donc les algos font pas des textes de très grande qualité. Ils disent pas des choses très intéressantes. Puis en plus, au plus les textes sont longs, au moins ils sont cohérents. Mais bon, voilà, s'il y a Excel dans les textes simples et courts, au-delà, c'est pas vraiment très très fameux. Cela dit, ça peut servir de premier jet. Et donc il y a un mec qui s'appelle Scott Graham qui pense que ça peut aider à devenir meilleur en écriture quand même, parce que ça supprime le blocage initial, tu vois, le problème de la page blanche. À partir d'un premier brouillon, après les étudiants peuvent développer, reformuler, tout remanier pour fixer leur pensée jusqu'à ce que le texte final soit méconnaissable et que ce soit le leur. D'un point de vue technique, l'IA peut aider. Aucun prof d'ailleurs ne souhaite bannir totalement l'IA de l'enseignant, parce que la façon dont on écrit, c'est toujours influencé par la technologie. Le correcteur orthographique est un excellent exemple, parce que aujourd'hui, on ne sait plus vraiment quel étudiant connaît bien l'orthographe ou quel étudiant ne le connaît pas. Tu vois, on vérifie plus ce genre de truc. Tous les textes sont produits avec correcteur orthographique de toute façon, et personne ne songe à interdire les correcteurs orthographiques, quoi. Mais le problème, c'est qu'on peut aussi facilement laisser à l'IA l'initiative du train de pensée. Parce que si c'est elle qui donne l'impulsion, finalement, l'impulsion initiale du processus d'écriture, est-ce que c'est complètement l'étudiant qui formule ses pensées par lui-même ? Tu vois, si on se contente de modifier ce qu'écrit une IA, à quel point est-ce qu'elle nous influence ? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle écrit ? Quelles idéologies elle véhicule, quels biais elle peut implanter dans les esprits si on se contente de les paraphraser. À quel point ça donne d'ailleurs du pouvoir à ceux qui créent les modèles. Il y a plusieurs autres profs qui soulèvent ces questions-là. Donc il y a Lauren Goodland et Anna Mills dans l'article, qui pensent qu'il faut encadrer sérieusement l'usage des IA et qu'il faut les prendre garde à ce qu'elles ne privent pas les étudiants d'articuler eux-mêmes leurs propres pensées. Parce que bon, c'est moins spectaculaire évidemment que les images, c'est moins spectaculaire que les mirages forcément, mais les générateurs de texte sont en fait déjà presque devenus des outils quotidiens. Et ils posent des questions aussi complexes, des problèmes aussi complexes au moins que les images. Et ils sont là, donc il va falloir apprendre à vivre avec. Ouais, c'est une belle conclusion, apprendre à vivre avec.
C'est un vrai défi finalement hein, pour tous les métiers qu'on peut avoir au quotidien. Je pense dans le monde professionnel, on regarde ça avec crainte et quelque part parfois espoir, mais aussi pas mal de crainte. Je voulais juste ultimement conclure cette rubrique, Guillaume, avec ce petit article. Je ne sais pas si tu l'as vu de Corben, comment plagier une photo. En fait, j'ai découvert un outil hyper intéressant dans un article qu'il a écrit. C'est Clip Interrogator. Tu connais probablement, oui, je sais pas. Ça fait partie de Stable Diffusion. Ça permet de faire l'inverse, en fait. Exactement. Voilà. Tu mets l'image de ton choix, et il va te donner un prompt qui correspond à cette image, ce qui lui pense être le prompt qui pourrait générer ce type d'image. Et après, tu refais digérer le prompt à un algorithme d'intelligence artificielle. Ça donne des résultats qui sont étonnamment proche. Il donne l'exemple d'une image de Didier Raoult, par exemple, et le prompt qui est ressorti de cette image ne cite pas Didier Raoult, mais donne des références qui évidemment se rapprochent visuellement de ce qu'est Didier Raoult. Tout ça est très logique, et donc quand tu réinjectes le prompt dans, par exemple, Midjourney, tu as des restitutions d'un personnage qui fait penser à Didier Raoult avec un style forcément artistique, mais tu peux ajuster le prompt. Et puis après, il propose une troisième étape où il fait une référence avec un lien vers l'image qu'il a uploadée. Il donne l'exemple de la tête de François Hollande avec son casque de scooter, et ça peut faire des références très très proches, et ça peut faire quelque part plutôt des caricatures. Il appelle ça des plagiats. Moi, je trouve que c'est plutôt des caricatures. Oui, après, alors, ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas tout à fait vrai. En fait, ça fait pas partie de Stable Diffusion, mais ça fait partie de l'interface web que j'utilise pour Stable Diffusion. Ça fait partie donc okay. Le Clip Interrogator fait partie d'Automatic 11.11, qui donc effectivement permet d'utiliser Stable Diffusion. C'est pour ça que j'associe les deux, même si ce sont deux modèles différents. Stable Diffusion utilise le plongement clip, donc c'est pour ça que c'est en rapport. C'est pour ça que ça marche. Mais effectivement, tu peux utiliser Clip, qui est donc une manière effectivement d'interpréter les images en texte. Voilà. Et tu peux aussi faire des embeddings pour copier le style. C'est-à-dire que si tu as une photo qui a un style particulier, ou que si c'est une peinture en particulier qui a un style particulier, tu vois, qui a un style, tu peux d'une part utiliser le clip pour avoir le contenu de l'image, et tu peux après donner au réseau, disons, plusieurs images qui sont dans le même style pour faire un embedding du style. Et après, tu peux plagier non seulement le style, en plus du contenu. Donc oui, tu peux aller relativement loin là-dessus si tu veux rigoler. Ouais. Et exercez-vous avec Clip Interrogator. C'est assez intéressant de comprendre finalement comment fonctionnent aussi les algos. En tout cas, ça vous donnera un peu un aperçu encore un peu plus concret de comment ça marche, comment ça peut marcher en tout cas. Top. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette rubrique intelligence artificielle très complète qui nous permet de suivre cette actualité extrêmement chaude. On va conclure avec la petite saveur qui se doit à la fin de chacun de nos épisodes Tech Café. C'est une rubrique jeux vidéo avec, attention, sortez le carnet de chèques, une amende salée pour Fortnite. Et oui, Epic Games vient de se prendre une amende monumentale de la FTC à cause de la COPPA qu'il a mal digérée, il faut bien le dire. Alors, ça se digère mal la COPPA. La COPPA, c'est pas facile. Quand on en mange trop. Surtout quand la COPPA, c'est la Children Online Privacy Protection Act. Donc voilà, c'est le texte qui régit comment les boîtes doivent gérer les données des enfants. Hein, voilà, des petites têtes blondes, des bambins facétieux qui se fritent la tronche sur Fortnite, en l'occurrence. Donc Epic est accusé de deux trucs principaux. D'une part, d'avoir mis pendant longtemps le chat actif par défaut, et aussi d'avoir rendu le profil public des mineurs, ce qui a récemment changé d'ailleurs. Et d'autre part, Epic est accusé d'avoir utilisé des dark patterns pour pas favoriser les microtransactions dans le jeu. Donc un exemple simple, Epic retient toutes les infos des cartes bleues dès que tu fais un achat, et ensuite t'as plus besoin de rien rentrer, ni de rien confirmer d'ailleurs, donc c'est extrêmement facile, c'est beaucoup trop facile. Sauf si tu mets en place un contrôle parental, mais oui. Alors mais ça c'est très récent en plus, parce que les gamins pouvaient donc acheter tout et n'importe quoi sans avoir plus besoin de rien demander aux parents, puisqu'il y avait déjà tout enregistré, mais en plus tout était fait pour qu'il y ait le moins de friction possible. Le bouton Purchase était juste à côté du bouton Preview. Donc si jamais tu cliques sur acheter vite fait, voilà, hop, c'est fait, pas de confirmation, c'est plié. Donc c'est vraiment ultra facile, et c'est beaucoup plus facile que de trouver le bouton annuler l'achat, qui existait déjà, mais qui bien entendu était moins simple à trouver. Donc Epic va changer ça. Désormais, il faudra maintenir le bouton d'ailleurs pour acheter, puis il y aura des facilités accrues de remboursement si tu changes d'avis. Mais en attendant, la FTC inflige deux grosses prunes de 275 et 245 millions de dollars, soit plus de demi-milliard de dollars au total. Donc quand même faire un petit peu mal, mais même si je suppose que ça te rassure quand même, Guillaume.
Oui, je suis très rassuré. Merci beaucoup. Il faudra qu'on reparle de Fortnite à l'occasion. C'est très. Mon fils est très investi dans Fortnite et il m'a embarqué sur le sujet en plus pour ses fêtes de fin d'année. Donc je te raconte pas le bazar, mais j'en reparlerai à une autre occasion. Le sujet chaud du moment dans le monde du jeu vidéo, c'est le rachat évidemment par Microsoft de Blizzard Activision, et forcément, tout ce qui se passe autour de Microsoft, de la Xbox, du jeu vidéo est scruté de très très près, parce que les régulateurs veulent se positionner au plus juste. Et bien justement, un jeu exclusif sort sur Xbox, Guillaume, un jeu Bethesda. Ouais, alors justement, on ne sait pas lequel. Mais bon, disons que le procès de la FTC contre Microsoft pour bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard démarre donc demain, en fait, le 3 janvier. Donc ça va chauffer. Bon, Microsoft essaie par tous les moyens de se faire passer pour un acteur mineur du jeu vidéo. La FTC le voit pas comme ça et ça risque de pas s'arranger, puisqu'effectivement, les avocats de Microsoft révèlent, par exemple, qu'il y aurait pas moins de 3 jeux Bethesda et exclusifs Xbox. Alors, on savait très bien que Starfield allait l'être. On se doutait que le prochain Elder Scrolls allait l'être aussi, mais c'était pas confirmé. La FTC en paraissait convaincue. Bon, maintenant, peut-être que, voilà, on le voit, et peut-être qu'effectivement, elle a eu accès à des données avant nous. Il semble donc qu'il y aurait encore un autre jeu exclusif, et personne ne sait exactement lequel. Alors, ça pourrait être Redfall, peut-être ça sera un Fallout, on ne sait pas. En tout cas, quel qu'il soit, ce jeu, en soi, c'est pas du tout surprenant que les jeux Bethesda deviennent exclusifs Xbox. Ils les ont bien achetés pour une raison quand même. Mais bon, c'est évident que la FTC y verra sans doute un argument supplémentaire pour s'opposer au rachat. Donc c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Microsoft. À suivre, et puis on va conclure avec un avis d'essai, Guillaume, c'est celui des rumeurs autour de la Switch Pro. Il semblerait que ce projet soit bel et bien définitivement mort et enterré, pour la plus grande tristesse de tous, et notamment pour la plus grande tristesse de ceux qui espéraient avoir un Zelda Breath of the Wild 2 qui aurait pu être partiellement propulsé aux stéroïdes, Guillaume. Ça devait arriver à force de trop attendre pour sortir une Switch Pro. Nintendo aurait fini par lâcher le projet pour se concentrer logiquement sur la Switch 2, ou quel que soit le nom d'ailleurs qu'ils vont donner à leur console suivante. Alors c'est John Lineman de Global Foundries qui l'affirme après avoir discuté avec des développeurs, qui lui auraient confirmé qu'à un moment, Nintendo aurait bien un projet, il avait bien eu un projet de mise à jour de sa machine milieu de génération façon PS4 Pro, et qu'ils ont finalement abandonné. Probablement parce que ça aurait compliqué la vie d'un petit peu tout le monde en vrai. Pour un gain de performance pas délirant, et surtout pour quel bénéfice financier, je veux dire. Ouais, elle se vend tellement bien actuellement. Et oui, la Switch se vend toujours très bien, la version OLED, qui est exactement la même que d'habitude, hors l'écran, a été un carton, donc pourquoi se fatiguer ? Alors, la Switch, par contre, elle fatigue pour le coup. Il suffit de voir tourner le dernier Pokémon pour s'en rendre compte. Donc, voilà, que la relève arrive, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant que Nvidia serait prêt à sortir une nouvelle puce Tegra, le Tegra 239, qui sera en fait une version customisée de Orin. C'est un truc qui aurait 8 cœurs et un GPU de classe Ampère. Donc, c'est la classe Ampère, c'est la génération RTX 3000. Le nombre de cœurs CUDA, la fréquence, tout ça, même évidemment le nombre de cœurs CPU, tout ça, ça peut être personnalisé par Nintendo, donc on n'est pas vraiment sûr de rien. Mais ce qui est sûr, si ça se confirme, c'est quand même un saut générationnel important. Parce que le Tegra X1, c'est un GPU de classe Maxwell, donc c'est la génération 900. Orin va apporter donc le ray tracing d'une part. Bon, sur une petite machine, c'est peut-être pas non plus le plus intéressant. Par contre, ça va apporter des Tensor Core et ça donc va apporter le DLSS. Donc ça va être une manière d'avoir de la 4K assez peu coûteuse, donc ça c'est super important. Et côté CPU aussi, c'est très important parce que le X1, il a 8 cœurs, mais c'est 4 cœurs Cortex A57 et A53. C'est des architectures qui sont très vieilles et qui sont maintenant complètement surclassées, et en particulier surclassées par le A78 qui est utilisé dans le Orin. Donc ça va avoir des cœurs de processeurs qui sont quand même beaucoup plus puissants. Ça va beaucoup libérer quand même les développeurs parce que c'est un goulet d'étranglement quand même sur le X1. Donc tout ça reste à confirmer. C'est néanmoins possible qu'une Switch 2 arrive vers la fin de l'année 2024, du coup, parce que 2023 c'est très peu probable. On aura peut-être des annonces au printemps, donc voilà, on attend ça avec impatience, parce qu'en plus, au-delà des composants, il faut voir si Nintendo a prévu d'autres innovations, puisqu'ils aiment bien rajouter des trucs, essayer plein de choses quand ils sortent leur console, donc du coup, ça évidemment, on attend impatiemment l'eCube ou un Nintendo Direct quelconque, enfin en tout cas, voilà, on est impatient de voir ça. On est chaud bouillant.
Merci beaucoup Guillaume pour toute la préparation de cet épisode 303 de Tech Café qui nous permet d'initier une nouvelle année d'épisodes hebdomadaires de Tech Café. C'était un grand plaisir de te retrouver, je dois le dire, pour suivre l'actu hebdomadaire en ta compagnie. On se doit, avant de se dire au revoir, de rappeler un incontournable. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement où est-ce qu'on peut te retrouver ? Écoute, on va me retrouver en train d'essayer de passer ma photo de ma tronche sous clip pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il pense de moi. Qu'est-ce qu'il pense de moi? J'ai hâte, j'ai hâte. En plus, il mâche pas ses mots, donc fais attention à toi. J'ai peur. Je suis Guillaume. Alors, soyez à l'affût. Peut-être qu'il y a une image de Guillaume Poggiaspala qui va arriver. Peut-être. On verra. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Et puis surtout, je vous rappelle les incontournables. Alors, d'abord, si vous écoutez cet épisode pour la première fois de Tech Café, surtout abonnez-vous au podcast parce que j'imagine que la semaine prochaine, on va pouvoir vous détailler, quelques petites annonces qui auront été glanées dans le cadre du CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show. Il y a peut-être des choses qu'on pourra relayer, notamment dans le domaine des affichages. Et puis en attendant, surtout, rendez-vous sur techcafé.fr pour commenter les épisodes. Rendez-vous également sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict pour déposer un avis sur Tech Café et puis discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. Et enfin, évidemment, si vous avez passé un bon moment, que vous voulez en vivre encore plein d'autres dans cette année 2023 en notre compagnie, le mieux, c'est d'aller sur patreon.com/techcafé, de créer un compte et de vous laisser guider sur les différentes propositions qui vous seront faites à l'écran. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre écoute. On se dit rendez-vous dans une semaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.